Ça y est, c'est le moment. J'ai fait un pumpkin spice latte maison parce que je suis ce genre de cliché. Et on part sur une petite vidéo recommandation de lecture pour cet automne. Des choses que j'aime particulièrement, que j'ai tendance à lire, à relire, à re-relire d'une année sur l'autre. Et il y en a un paquet. J'ai dû faire un choix parce que clairement, si on cherche des choses automnales qui parlent de monstres, de fantômes, de vampires, de sorcières, beaucoup, on en a pour les trois quarts de ma bibliothèque. J'ai donc fait une petite sélection que j'ai classée, tant bien que mal, en plusieurs catégories. On va avoir de la jeunesse, très nostalgique. On va avoir beaucoup de graphiques, majoritairement des graphiques, quelques romans et du comics. Donc je pense qu'on part tout de suite. On démarre avec les comics et j'ouvre les hostilités avec Lock and Key, évidemment, de Joel et Gabriel Rodriguez. C'est l'une de mes sagas de comics favorites, si ce n'est ma saga favorite. Alors là, c'est les vieilles éditions. Malheureusement, ils ne sont plus édités de cette façon-là, mais vous pouvez trouver les 6 volumes individuellement, ou alors une grosse intégrale qui coûte un rein, mais qui est très jolie. Bref, Lock and Key, vous en avez sûrement entendu parler, c'est l'histoire de la famille Locke, dont le père a été sauvagement assassiné devant les yeux de ses enfants et de son épouse. Pour surmonter ce deuil et continuer à avancer, la mère et ses 3 enfants vont emménager dans la maison familiale, héritée depuis des générations et qui recèle des secrets, notamment des clés qui sont cachées un petit peu partout dans la maison et qui vont chacune avoir une fonction particulière, un pouvoir particulier. Voilà, je vous laisse découvrir, c'est une histoire qui est très glauque par contre, on est vraiment sur des choses assez violentes, on va traiter de thèmes difficiles, notamment le deuil qui est très bien abordé et par plusieurs angles différents. Trigger warning sur beaucoup de sujets, mais ça vaut vraiment le coup d'œil. C'est un univers qui est ultra riche, des personnages qui sont très bien développés, qui sont très humains. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié à la lecture et vraiment, je ne m'en lasse pas. Alors si vous vous fiez à la série Netflix, clairement, on n'est pas du tout sur la même ambiance. Là, ça va être beaucoup plus glauque, ça va être beaucoup plus violent. C'est pour un public averti, ce qui n'est pas le cas de la série Netflix, mais ça vaut vraiment le coup d'y jeter. J'enchaîne avec Blood Circus de Guillaume Claverie et Paul Drouin chez Casterman. C'est un comics dont j'ai absolument jamais entendu parler ailleurs et pourtant c'est assez intéressant. Alors le graphisme est un petit peu rude, je trouve. Moi, c'est quelque chose qui m'avait donné un petit peu de fil à retordre, ou en tout cas c'est pas la qualité principale du comics je trouve, mais par contre l'histoire est assez intéressante, il y a des passages qui sont assez durs, donc encore une fois, public averti. On se retrouve alors sur plusieurs temporalités. Il y a une partie qui se passe dans un hôpital psychiatrique où un patient qui était muré dans son mutisme depuis des dizaines d'années raconte enfin son histoire au psychiatre. Et on va se retrouver en Irlande, après l'énorme famine qui avait touché l'Irlande et qui a causé énormément de morts. En fait, on nous raconte qu'à l'époque, il y avait une croyance qui voulait qu'on place des pièces sur les yeux des morts pour payer le passage de l'autre côté. Sauf que durant cette famine en Irlande, les gens n'avaient plus d'argent et donc pour remplacer les pièces, ils mettaient des boutons. Et donc on va suivre une série de meurtres d'un homme qui cousait des boutons sur les yeux des gens pour emprisonner leur âme entre la vie et la mort. C'est très glauque, par contre c'est hyper bien fait et ça nous balade vraiment pendant tout le livre. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais quelle direction va prendre l'auteur et ça c'est quelque chose que j'avais beaucoup apprécié. C'est bien pensé, c'est bien fait et voilà, je conseille Blood Circus parce que vraiment je n'en ai jamais entendu parler autre part et je pense qu'il vaut le coup d'œil. Je termine cette petite partie sur les comics par Rachel Rising de Terry Moore, publié comme ça en 2 intégrales chez Delcourt. C'était un vrai coup de cœur pour moi. J'avais adoré cette lecture. C'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Rachel qui vit dans une petite ville du Massachusetts et un jour elle va se réveiller d'entre les morts. Elle a aucune idée de qui l'a tuée, comment et pourquoi, et surtout elle ne comprend pas pourquoi est-ce qu'elle s'est réveillée. Et se rendre compte qu'en fait ça cache beaucoup plus de choses qu'il n'y paraît, ce qui est déjà pas mal en soi, hein, mais c'est vraiment des intrigues imbriquées les unes dans les autres et c'est très bien fait. On a des passages qui sont drôles mais très grinçants, qui sont aussi très rudes parce qu'on est pour un public averti encore une fois, mais c'est vraiment absolument génial, à tel point que cette année pour le Pumpkin, moi je lis Serial, donc spin-off de Rachel Rising qui va suivre l'une des protagonistes que j'apprécie particulièrement, donc foncez. On passe à la partie roman graphique avec tout d'abord Morgane de Stéphane Fer et Simon Kansara. Évidemment, je trouve que l'automne c'est la période parfaite pour revenir sur les légendes et les légendes arthuriennes. Et là c'est l'histoire de Morgane, la demi-sœur d'Arthur. Et pareil encore une fois, public averti, il y a des scènes qui sont un petit peu crues, mais c'est chouette parce qu'en fait on passe pas sous silence les partie un petit peu glauque de son histoire et en même temps on la diabolise pas totalement non plus. Voilà, c'est très intéressant, c'est beau le travail de Stéphane Fer, vraiment
il a un univers graphique qui est très particulier et qui est sublime. Désolée, je suis tombée en rate de batterie, ce qui explique le potentiel changement de luminosité, de positionnement, de tout ça, ainsi que de boisson, puisque j'avais fini mon pumpkin spice latte maison, et donc je me suis fait un thé pleine lune de chez Mariage Frères, un thé noir aux épices et aux amandes, qui sont très très bons, et qui paraît plutôt être de saison, donc on continue sur une autre boisson chaude d'ailleurs, vraiment vu le temps que ça va prendre, vous devriez vous en faire un aussi. Je peux donc revenir pour vous parler des Filles de Salem de Thomas Gilbert, édité chez Dargaud. C'est ce genre de roman graphique que j'ai tellement aimé que je l'ai racheté plusieurs fois pour l'offrir autour de moi, parce qu'il est très bien fait, il est intelligent, il est intéressant. Thomas Gilbert va revenir sur la tristement célèbre histoire des procès de Salem, donc des accusations en sorcellerie, et alors que c'est quelque chose qui a quand même inspiré énormément d'œuvres, Thomas Gilbert va aborder la question avec un angle qui est ouvertement féministe, voire même carrément militant, puisqu'il va beaucoup s'axer sur la place de la femme dans cette société naissante, et aussi le danger représenté par le puritanisme et l'obscurantisme religieux. C'est passionnant, c'est vraiment très intelligemment fait, c'est très immersif aussi, l'ambiance est géniale. Une espèce de tension qui monte au fur et à mesure du récit, qui est très bien maîtrisée. Vraiment, Les Filles de Salem, c'est un coup de cœur dont je ne tarirai jamais. Je continue sur quelque chose de nettement plus doux et de plus réconfortant, voire enfantin, avec les 2 tomes de Élie et Gaston, de Ludovic Villain et Céline de Rognecourt, publiés chez Ankama. Je sais pas du tout s'il y a un 3e tome qui est prévu, mais je pense qu'il n'y a rien, ou en tout cas pas grand chose de plus automnal que ces 2 livres dans ma bibliothèque, puisqu'on a ici l'esprit de l'automne, et ici la forêt des souvenirs. Élie et Gaston, c'est une petite fille avec son chat qui est feignant et gourmand et très peureux. Ils sont chez la grand-mère d'Élie et il va leur arriver des petites aventures. C'est un peu dans l'esprit de Hilda, pour ceux qui connaissent. C'est juste mignon en fait, c'est super positif, c'est super doux. Voilà, c'est idéal à lire le soir, dans un plaid avec un bon thé bien chaud, ça sent la pluie et les feuilles mortes, c'est un plaisir. Je disais qu'il n'y avait pas grand chose de plus automnal qu'Élie et Gaston dans ma bibliothèque, je faisais allusion à Pumpkinhead de Faith Erin Hicks et Rainbow Rowell. C'est un comics que probablement beaucoup connaissent déjà, mais je ne pouvais pas ne pas le mentionner puisque je le relis chaque année, si possible le 31 octobre. Parce que ça se déroule dans un pumpkin patch aux États-Unis le soir d'Halloween, et on va y suivre Deja et Josiah, 2 amis qui travaillent là chaque année, sauf que là c'est leur dernière année et c'est le dernier soir de la saison du pumpkin patch. Ils vont donc profiter de cette soirée pour réaliser ce qu'ils n'ont jamais pu faire. Pour Deja, ça va être aller à tous les stands dont elle a jamais pu goûter les friandises jusqu'à présent, et en même temps aider Josiah, son meilleur ami, à avouer ses sentiments à l'une des jeunes filles qui travaillent aussi au pumpkin patch depuis des années. C'est doux, c'est mignon, c'est drôle, il y a de la représentation, ça on aime, et vraiment c'est idéal. J'ai oublié de le préciser, mais malgré son succès, Pumpkinhead n'existe pas encore en traduction française. Par contre, c'est très accessible, donc vraiment même pour ceux qui ne lisent pas en anglais, n'ayez pas peur. C'est même plutôt un bon moyen d'aborder la lecture en VO, je trouve. Les graphiques en général, hein, mais surtout ce genre de petite histoire qui est légère, qui est assez simple, dans lequel on va vraiment trouver du vocabulaire courant. De même que Fangs de Sarah Anderson, qui lui a été traduit en français. Par contre, je sais pas du tout ce que ça donne en français, puisque je sais pas comment est-ce qu'ils ont traduit l'humour dedans, donc je ne me prononcerai pas. Par contre, en VO, il est très marrant, c'est un très beau livre en plus, et je trouve que la version française est pas aussi jolie, parce que là on a vraiment une couverture en toile tissée, enfin c'est très sympa au niveau du travail éditorial, c'est un bel objet livre, et on va suivre le couple formé d'une vampire et d'un loup-garou, 2 ennemis naturels, selon toutes les légendes, qui s'aiment malgré tout, et on va avoir des petites scénettes comme ça, des petits moments de vie entre deux, qui sont très tendres, très drôles, un petit peu grinçantes parfois aussi, et voilà, il y a quelque chose de très doux et d'un petit peu presque mélancolique, je trouve, dans ce petit comics, mais vraiment c'est hyper sympa, c'est léger, c'est dans l'ambiance, donc allez-y. Je vais continuer sur ma lancée des graphiques en version originale avec ce livre qui vous dit probablement pas grand chose comme ça, mais il s'agit de La triste fin du petit enfant huître et autres histoires de Tim Burton, publié chez 10-18. C'est un très joli petit livre en hardback, et je sais plus ce que j'ai fait de la dust jacket, donc je vous mettrai une image par là, probablement, pour que vous puissiez le reconnaître si jamais vous le croisez, parce que c'est un très chouette petit ouvrage. Je crois que mon frère me l'avait offert quand j'avais 11 ans, et depuis je ne m'en lasse toujours pas. C'est des petits poèmes écrits par Tim Burton et illustrés aussi par lui, qui mettent en scène des enfants particuliers qui ont des fins souvent un petit peu tragiques à la Tim Burton.
Et on a à chaque fois d'un côté la version originale et de l'autre côté la traduction française. Donc c'est un bon moyen d'aborder un petit peu l'anglais si on aime l'univers de Tim Burton. Et pour le coup, pour moi, ce livre condense tout ce qu'il y a de bon en Burton, à savoir l'enfance, les différences. Il y a un petit peu de tendresse, il y a un petit peu de glauque, il y a beaucoup d'humour aussi. Encore une fois, de l'humour un petit peu grinçant, mais c'est ce que j'aime en général, donc voilà. Pour ceux qui aiment Tim Burton, et en plus c'est écrit en vers, donc c'est assez musical à lire, c'est assez sympa, ça se feuillette facilement. C'est vraiment un livre que j'affectionne particulièrement. Quitte à vous parler de Tim Burton, je ne pouvais pas ne pas mentionner Edward Gorey avec ce petit livre-là qui s'appelle The Ghastly Crumb Steinies, qui, je pense, fait partie des inspirations de Tim Burton, surtout lorsqu'il s'agit de la triste fin du petit enfant huître, puisque Edward Gorey a écrit ce livre dans les années 60. Il était auteur de livres pour enfants, mais il en avait un peu marre qu'on prenne les enfants pour des imbéciles, et donc il a créé ce genre de livre, qui est un abécédaire à lire au deuxième voire au troisième degré, puisque chaque lettre va correspondre à un prénom d'enfant et à sa mort. C'est-à-dire que par exemple sur cette première page avec une illustration en noir et blanc, il est écrit A is for Amy, who fell down the stairs. Donc A c'est pour Amy qui est tombée dans les escaliers. Et ainsi de suite. K c'est pour Kate qui a été frappée par une hache. Voilà. C'est un humour particulier, mais j'adore ce livre. En plus, encore une fois, c'est un très joli petit coffre. Je voulais rester un petit peu dans l'enfance et la version originale avec le très chouette The Spider and the Fly, un poème écrit en 1859 par Mary Howitt, qui a été par la suite illustré dans ce très très bel album par Tony Diterlidi. C'est ni plus ni moins que l'histoire du corbeau et le renard, avec une mouche très coquette, trop coquette peut-être, et une araignée, qui va user de ses charmes et de flatteries pour essayer de l'attirer dans sa toile. Et donc on a des très jolies illustrations en noir et blanc qui ont une ambiance comme ça un petit peu gothique, un petit peu film noir aussi. C'est très bien écrit, encore une fois à lire, c'est musical, c'est de la poésie, c'est facile à aborder, c'est très bien illustré. Et pareil, encore un album que j'affectionne particulièrement. Je vous propose qu'on quitte un petit peu les albums en VO pour faire une pause manga avec L'Enfant et le Maudit de Nagabe, une série en 11 tomes publiée chez Komiku, je crois, oui. Qui se lit très facilement, qui est idéal à lire à l'automne parce que ça a cette ambiance très sombre, un petit peu inquiétante, en même temps très douce, avec juste ce qu'il faut de mélancolie. C'est un graphisme hyper particulier que j'ai jamais retrouvé nulle part ailleurs, qui est très sombre encore une fois, parfois presque un petit peu fouillis parce que beaucoup d'informations dans différentes nuances de gris et de noir, mais vraiment c'est très très joli et ça m'a même réconcilié complètement avec le manga en fait. Dans L'Enfant et le Maudit, on va rencontrer une petite fille qui s'appelle Shiva, qui a 6 ans je crois, Shiva étant la seule humaine dans ce coin-là puisque on ne sait pas pourquoi, elle a l'air d'être immunisée contre la malédiction. Donc elle attend patiemment que sa tante vienne la chercher et donc elle cohabite avec un maudit. Ces créatures qui vivent de l'autre côté de la muraille créée par les hommes pour éloigner les maudits, puisqu'à chaque fois qu'un maudit touche un humain, l'humain se transforme lui-même en créature maudite, et ainsi de suite. Même si c'est une histoire qui va s'assombrir au fur et à mesure des tomes, je trouve qu'il y a toujours cette espèce de petite touche de lumière, cette petite part de douceur qui va être un petit peu un fil conducteur qui donne une ambiance vraiment géniale. Voilà, c'est un manga qui est très singulier, mais je le conseille vraiment beaucoup et je le conseillais déjà beaucoup. Tant qu'on en est à parler de Nagabe et d'œuvres un petit peu singulières, j'avais envie de vous proposer The Wise Wise Beasts of the Wizarding Wisdoms, toujours chez Komiku Édition, toujours par l'auteur de L'Enfant et le Maudit, mais là on est dans un registre très très différent. C'est un tome unique qui est quand même assez conséquent et dans lequel on va trouver une succession d'histoires courtes mettant en scène du boys love, donc attention, pas du yaoi, du boys love, des relations entre deux hommes, mais très très soft. Et en fait, c'est des animaux anthropomorphes qui évoluent dans une espèce d'académie de magie qui fait très très fortement penser à Poudlard. Et l'ambiance est absolument géniale. En tout cas, c'est ce qui m'avait marqué et c'est ce dont je garde le meilleur souvenir finalement. C'est cette ambiance très Dark Academia, mais qui est juste apaisante et très... je sais pas, très automnale. Je sais que ça avait pas plu à tout le monde, je pense pas qu'il faille le lire au premier degré, je pense que la race des animaux mis en scène a assez peu d'importance, je me demande si c'est pas juste un choix esthétique de l'auteur, enfin en tout cas c'est pas quelque chose qui m'a particulièrement gênée, je l'ai trouvé très chouette et j'aurais presque aimé qu'il y en ait plusieurs tomes pour pouvoir retomber dans cette ambiance que j'ai trouvé vraiment très agréable. Je pense qu'il est temps de vous présenter quelques livres sans illustration, à commencer par Le Maître des Illusions de Donna Tartt, publié chez Pocket. C'est un livre que j'ai beaucoup vu passer dans les piles à lire du Pumpkin Autumn Challenge, et à raison puisque c'est un petit peu la référence du Dark Academia. Ça se déroule dans une université avec une classe de quelques élèves à peine
qui sont un petit peu particuliers, qui étudient les langues anciennes, notamment le grec, et qui vont rechercher un petit peu un état de grâce absolue en faisant des bacchanales. On sait qu'il y a une histoire de meurtre, et je vais m'arrêter là dans le résumé puisque cet ouvrage-là, c'est une édition limitée qui m'a été offerte par l'une de mes meilleures amies et que je trouve très très jolie, sauf que mon exemplaire, celui que j'ai lu, est dans ma bibliothèque dans un état absolument lamentable puisque c'est l'un de mes livres préférés et j'ai l'intention d'en faire une vidéo un petit peu dédiée, donc je vais m'arrêter là, mais vraiment c'est plutôt pas mal pour cet automne. Après, pour moi, c'est un livre un petit peu plus hivernal parce qu'il y a vraiment tout un pan de l'histoire qui se déroule pendant un hiver particulièrement rigoureux, avec beaucoup de neige, et ça fait partie de l'histoire. Donc j'ai tendance à le conseiller plus pour l'hiver, quitte à vraiment être dans l'ambiance, mais ça colle aussi pour cet automne. On va quand même rester un petit peu dans mes livres préférés puisque je voulais vous parler d'une pièce de théâtre avec Macbeth de William Shakespeare. C'est un classique, mais ça se déroule en Écosse avec des sorcières, avec une quête de pouvoir qui conduit à la folie. Enfin bref, ça me paraît quand même plutôt pas mal conseillé pour cet automne. Même des adaptations, il y en a des très très chouettes, donc si vous connaissez pas encore l'histoire de Macbeth, allez-y, c'est l'une de mes histoires préférées, même si c'est très très glauque, mais il y a ce côté comme ça très brumeux, inquiétant, cette montée en tension qui est absolument géniale. Lisez Macbeth si c'est pas déjà fait, parce que c'est un classique pas chiant. Je vais encore vous parler de l'un de mes romans préférés, mais je ne pouvais pas faire l'impasse sur Wuthering Heights, Les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë. Là c'est une version de chez Chiltern Publishing, donc en version originale qui est absolument magnifique, c'est un petit bijou. Je préférais vous montrer celui-ci qui tient la route plutôt que l'exemplaire que je trimballe partout depuis l'adolescence et qui a une dégaine absolument lamentable à cette heure-ci, puisque je le relis régulièrement et que je suis toujours aussi subjuguée par ce texte qui est ultra puissant, qui tire beaucoup sa force de son ambiance puisque on a vraiment cette atmosphère glaçante, ce malaise grandissant qui va parler d'une passion dévorante, destructrice, qui a tout consumé sur son passage. J'ai beaucoup de mal à en parler parce que ça me touche beaucoup et parce que j'ai toujours du mal à parler des livres que j'aime autant. Ça touche à quelque chose du ressenti plutôt que de l'histoire en elle-même. Et je crois que c'est vraiment un classique à lire, surtout en automne, quand il pleut, qu'il fait froid, qu'il fait sombre, que la brume donne un aspect un petit peu fantomatique à tout ce qu'on rencontre, parce que c'est aussi une histoire de hantise, de fantôme d'une certaine manière. Et voilà, c'est un texte absolument magnifique, terrible en même temps, et découvrez-le ou redécouvrez-le parce que moi j'ai plaisir à le redécouvrir à chaque fois. Quitte à vous parler d'Emily Brontë et un petit peu de littérature classique, je voulais vous proposer de découvrir Literary Witches de Taïsia Kitaskaya, illustré par Cathy Oran. Il existe aussi en français et s'appelle Les sorcières de la littérature. C'est un ouvrage dans lequel elles vont nous proposer une vingtaine de portraits d'autrices de nationalités différentes, d'époques différentes aussi et de genres littéraires différents, à chaque fois en nous proposant une illustration qui représente l'autrice, son histoire, son univers, avec une petite biographie à côté et une bibliographie sélective qui nous permettra d'aborder de la meilleure des manières chacune d'entre elles. C'est un très beau livre qui est original, qui donne envie de lire encore plus et qui met en avant des autrices qui ont été invisibilisées ou en tout cas passées sous la discrétion pendant très longtemps, trop longtemps, et qui permet aussi de découvrir des autrices d'autres horizons puisque on va avoir aussi bien Emily Dickinson que Toni Morrison, Virginia Woolf. Et en plus de ça, dans l'introduction, Taïsia Kitaskaya part du principe que abracadabra, la formule magique universelle, signifiait en araméen ancien quelque chose comme je crée par ces mots. Elle part de ça pour expliquer que peut-être c'est par le maniement des mots que naît la vraie magie et que peut-être finalement toutes ces femmes sont les réelles sorcières. Je vous laisse là-dessus, lisez ça. Et en parlant de sorcières, de femmes, artistes, manieuses de mots, j'aime bien en automne feuilleter Useless Magic de Florence Welch. C'est la chanteuse de Florence and the Machine et dans cet ouvrage, elle a compilé les paroles des chansons de ses 3 premiers albums si je ne me trompe pas. Et donc on va avoir des pages de texte avec les paroles comme ça, mais aussi des photos, des inspirations, des annotations, des petits dessins, des gribouillages divers et variés. C'est un très joli livre qui nous plonge dans son univers et j'aime bien écouter Florence and the Machine à cette période de l'année aussi, donc très joli. Alors on parle de femmes artistes, on parle d'automne, comment ne pas parler de Lopoutine,
Vous l'avez peut-être déjà vu passer sur le compte d'Anna, journal d'Anna, Anna Books sur Instagram. Loputin, c'est une illustratrice italienne qui s'est fait connaître en France tout d'abord par Francis, une histoire dans laquelle on retrouve une sorcière qui ne va pas très bien dans les codes de son coven, qui va rencontrer un esprit renard et passer un moment assez singulier avec lui. C'est un chouette ouvrage qui malheureusement souffre de problèmes de traduction, donc c'est très joli. Par contre l'histoire est un petit peu bancale, comme beaucoup de choses traduites de Loputin malheureusement. Par contre mon préféré c'est celui-ci, Aether, qui n'est pas encore sorti en français, qui est en italien, mais enfin il y a très peu de texte. C'est presque davantage un artbook finalement. On va retrouver des illustrations absolument sublimes, très mystiques, empreintes d'une certaine sensualité aussi. C'est magnifique, je ne m'en lasse pas. Qui dit beau livre, illustration, dit également Benjamin Lacombe, évidemment. Et je vous propose Généalogie d'une sorcière. Alors évidemment avec Benjamin Lacombe, on a l'embarras du choix dans les lectures d'automne, mais ce coffret a une valeur particulière pour moi puisque c'est mes tout premiers livres de Benjamin Lacombe que j'ai eu quand j'étais petite. On va avoir de ce côté-ci La Petite Sorcière, l'histoire de Lisbeth, qui découvre un petit peu ses origines en allant chez sa grand-mère, Olga. Et pour moi, l'intérêt de ce coffret réside dans cet ouvrage, Grimoire de sorcière, très beau livre dans lequel Benjamin Lacombe et Sébastien Pérez vont revenir sur des portraits de femmes, de la littérature, de la mythologie, de l'histoire, de contes aussi, et les voir avec un prisme ensorcelant, disons. J'adore ce livre parce que même si c'est évidemment fictionnel, ça rend curieux et ça donne envie de découvrir certaines des histoires réelles de ces femmes, de la mythologie, de l'histoire aussi, voire même de contes qu'on ne connaît pas forcément, par exemple des contes asiatiques qui sont présentés dedans. Et j'ai un attachement à celui-ci en particulier parce que c'est celui que Benjamin Lacombe m'avait dédicacé quand j'avais 13 ans, je crois. Donc je l'aime énormément. Courage, c'est bientôt terminé. Je vais vous parler de quelques livres jeunesse avec tout d'abord Fableven. Vous avez peut-être déjà vu cette illustration-là. Il y en a 5. J'ai plus les 5 en ma possession maintenant malheureusement, mais c'est l'une de mes sagas préférées. Et dans celui-ci, il se passe quelque chose de très particulier lors de la nuit de Samhain. Donc ça vaut le coup de le découvrir à ce moment-là, je trouve. C'est l'histoire d'un frère et une sœur qui se retrouvent à passer quelque temps chez leurs grands-parents qui connaissent pas très bien, qui vivent dans un énorme domaine et ils vont découvrir que ce domaine qui appartient à leurs grands-parents est en fait une réserve pour créatures surnaturelles et que leur grand-père en est le gardien. C'est le début d'une énorme aventure qui va se dérouler sur 5 tomes, qui ne s'essouffle pas en 5 tomes et ça c'est vraiment quelque chose de très important à préciser. C'est l'une des rares séries que j'ai lues qui est de mieux en mieux au plus on avance. Ça fait un petit temps que je filme, j'ai déjà présenté beaucoup de choses donc je pense que je vais m'arrêter là. J'espère que c'était pas trop chiant, que ça vous a fait découvrir des nouveaux livres, que ça vous a donné envie aussi de peut-être partager vos lectures coup de cœur pour l'automne, des choses qui ne font pas forcément partie de votre pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, mais qui vous tiennent à cœur, qui vous mettent dans une bonne ambiance, qui vous réconfortent, qui vous glacent le sang aussi, parce que l'automne c'est aussi ça qu'on cherche généralement. N'hésitez pas à partager dans les commentaires, encore une fois, à partager la vidéo si vous voulez, à venir en discuter avec moi en DM sur Instagram, ça me ferait plaisir. J'espère que vous avez passé un bon moment, en tout cas moi oui, plutôt. Donc sur ce, je vous dis à bientôt.